Bienvenue dans Causerie du soir sur notre chaîne C'est entre nous et bienvenue dans notre grand débat. Imaginez un instant un État qui dépense infiniment plus d'énergie juridique à légaliser sa propre impunité qu'à sécuriser ses frontières maritimes. C'est exactement ce qu'on observe aujourd'hui, ouais. C'est effrayant, non? Un pays où les dirigeants s'octroient des amnisties préventives pendant que la population est littéralement assiégée. Nous sommes en 2026 et Haïti n'est plus seulement face à une énième crise sécuritaire, quoi. Non, c'est devenu le théâtre d'un affrontement beaucoup plus large. Absolument. C'est un affrontement brutal entre, d'un côté, le muscle militaire de la rue, de l'autre, une pourriture institutionnelle profonde, et puis bien sûr les immenses appétits géopolitiques de puissances comme la Chine et les États-Unis. Ouais, les enjeux ont complètement changé d'échelle. Exactement. L'enjeu aujourd'hui n'est pas de colmater les brèches, ou d'organiser une transition éphémère de plus. La question, c'est de comprendre par quel bout prendre ce redressement national. Sommes-nous face à un problème purement sécuritaire à régler par la force? Faut-il d'abord raser l'édifice pour éradiquer la corruption? Ou la solution se trouve-t-elle ailleurs, dans un réalignement stratégique mondial? Vous connaissez ma position là-dessus. Oui, et je vais donner la mienne pour commencer. Moi, je soutiens fermement que sans une refondation institutionnelle absolue via ce que j'appelle des états généraux, on ne fera que repeindre les murs d'une prison. Et moi, je vous réponds, avec tout le respect que j'ai pour vous, que cette vision est une magnifique utopie de salon. Ah, carrément. Une utopie. Oui, une utopie. Enfin, une refondation est strictement impossible sans une coordination sécuritaire pragmatique et surtout immédiate. L'ordre et la survie physique, ça précède toute philosophie politique, quoi. Si je peux me permettre, vous avez tous les deux le nez collé sur le guidon haïtien, là. Comment ça, Philippe? Ni vos états généraux, ni vos blindés ne sauveront ce pays si on ne comprend pas que notre destin se joue sur le nouvel échiquier géopolitique entre Washington et Pékin. Il nous faut une stratégie globale, doublée d'une stricte reddition de comptes. D'accord, d'accord. Posons les fondations de notre désaccord, parce que c'est le but de notre débat. Ma position, elle repose sur un diagnostic clinique, en fait. Haïti souffre d'une cachistocratie. Ce fameux mot. Oui, ce fameux mot. Et c'est pas une simple insulte lancée en l'air, hein. C'est un concept politique redoutablement précis. La cachistocratie, c'est le gouvernement par les pires, les plus incompétents et les plus cyniques. Et les plus corrompus, on peut le dire. Tout à fait. Et le drame de ce système, c'est que c'est pas un accident de parcours. Il est conçu pour s'auto-alimenter. Dans une cachistocratie, la compétence est perçue comme une menace absolue, tu vois. Parce qu'elle risque de dérégler la machine à corruption, je suppose. Exactement. Ce système ne peut donc pas être réformé de l'intérieur. Le ventre de la bête est encore fécond, comme on dit. C'est pour cette raison que je plaide pour des états généraux. À l'image de la France en 1789. Voilà, une vraie rupture. Il nous faut un événement fondateur, hors des cadres institutionnels viciés, pour réunir les forces vives, purger ce système et rédiger un nouveau pacte national. Sans cela, toute élection ne sera qu'un recyclage des mêmes fossoyeurs. Votre diagnostic sur la corruption est juste, je vous l'accorde. Mais franchement, votre traitement tuerait le patient avant même qu'il n'atteigne la table d'opération. C'est un peu fort, non? Non, c'est la réalité. La réalité de 2026, c'est que la population est terrifiée. Elle est déplacée, incapable de circuler. Comment, sur le plan logistique et même moral, vous pouvez justifier la tenue de grands rassemblements théoriques sous la menace des fusils d'assaut? Mais l'un n'empêche pas Non, l'autre. laissez-moi finir. Pour moi, l'urgence absolue dicte nos priorités. Et cette priorité, c'est le déploiement effectif et intelligent de la force de répression des gangs, la fameuse GSF. GSF qui patache pas mal en ce moment d'ailleurs. Elle patage, oui, mais cette coalition hybride reste notre seule bouée de sauvetage à court terme, quoi. Sans un rétablissement brutal et pragmatique de l'ordre, vos états généraux, ils vont se transformer en un théâtre d'ombre. Un théâtre d'ombre? Je ne vois pas pourquoi. Parce que seuls ceux qui ont les moyens de se payer des escortes blindées iront débattre de l'avenir du peuple. La sécurité doit d'abord pacifier l'espace public. Il faut que la voix citoyenne puisse à nouveau se faire entendre sans risquer de prendre une balle perdue. C'est la base, non? Vous illustrez parfaitement l'impasse dans laquelle on tourne en rond depuis des décennies, tous les deux. L'éternel débat entre le fusil et la Constitution. Parce que c'est un débat essentiel. Mais je rejette cette dichotomie interne, moi. Pendant que vous vous disputez sur la préséance de la GSF ou de vos états généraux,
Le monde avance à une vitesse fulgurante. Les États-Unis sont en train de redessiner toute leur doctrine hémisphérique. Pour contrer la Chine? Exactement, pour contrer l'expansion fulgurante de la Chine dans les Amériques. Haïti est une pièce maîtresse potentielle sur cet échiquier de la nouvelle guerre froide. Et pourtant, on agit comme si on était isolé sur une autre planète, quoi. Je ne dis pas qu'on est isolé, mais... Attendez, la transition haïtienne réussira que si elle est gérée par des stratèges. Des gens capables d'offrir un partenariat gagnant-gagnant aux grandes puissances. On a une position géographique clé, on a des ressources. Vous proposez quoi concrètement? Au lieu de quémander une énième assistance humanitaire ou une force de police étrangère, on devrait négocier un véritable plan Marshall sur 25 ans, tiré parti de cette rivalité sino-américaine. Mais bon, ça exige des dirigeants qui comprennent la diplomatie des grands espaces, pas de simples chefs de clan. Votre vision macroscopique est fascinante, vraiment. Mais ramenons-la à la réalité tragique du terrain parce que c'est là que l'État s'effondre. Vous parlez de négocier avec Washington ou Pékin. Oui, c'est crucial. Mais notre État est incapable de gérer la sécurité d'un simple quartier. Je soutiens que l'insécurité n'est pas un phénomène météorologique qui nous serait tombé dessus par hasard. C'est le produit direct de cette faillite institutionnelle. Sur ce point, on est d'accord. Prenez cette fameuse GSFF que vous portez au nu. Elle est en phase de gestation, elle piétine, précisément parce qu'elle manque cruellement d'une doctrine d'engagement dictée par l'État haïtien. C'est un problème de direction politique, oui. Évidemment, on ne peut pas sous-traiter la souveraineté de la violence légitime sans un cerveau politique local pour la diriger. Et ce cerveau, aujourd'hui, il est pourri. Ah, sur ce point précis de la direction politique de la violence légitime, je vous arrête tout de suite. L'erreur fatale serait de croire qu'une force étrangère, aussi bien équipée soit-elle, peut résoudre le problème toute seule. C'est bien ce que je dis. Oui, mais c'est l'illusion tragique de l'intervention étrangère. Déployer la GSF sans s'appuyer massivement, organiquement sur le renseignement humain haïtien, c'est absurde. C'est l'équivalent d'envoyer une équipe de pompiers éteindre un incendie dans un labyrinthe truffé de pièges, le tout plongé dans l'obscurité la plus totale. Mais pourquoi cette cécité précisément? Pourquoi il n'y arrive pas? Parce que les diplomates et les commandants militaires étrangers ne comprennent absolument pas la fragmentation ultra-localisée du territoire haïtien. Donnez-nous un exemple concret. Prenez le village d'Odieu. Ce n'est pas juste un quartier chaud, c'est une forteresse. Ça a sa propre sociologie, ses propres codes, ses propres réseaux de guetteurs. Ouais, c'est un micro-État dans l'État. Totalement. Un drone ou un satellite étranger ne vous dira jamais quelle ruelle est minée ou dans quelle maison se cache un otage. La technologie est aveugle sans l'humain. C'est pourquoi je milite pour la création d'un Conseil national de sécurité opérationnelle, Qui réunirait qui? les résidus de l'armée d'Haïti, la police nationale et ses forces internationales. L'expertise locale doit impérativement guider le fusil étranger. Et ça doit se faire aujourd'hui, pas après 6 mois de débats constitutionnels dans vos États généraux. Cette cécité stratégique dont vous parlez, elle n'est pas seulement le fait des étrangers, hein. Elle est cultivée par nos propres dirigeants. Et c'est ce qui rend le problème sécuritaire indissociable d'un problème de gestion pure. Vous avez un exemple en tête? Laissez-moi vous donner un exemple technique effarant, qui illustre comment on organise l'échec. La majorité de la logistique des gangs de Port-au-Prince, elle passe par où? Par la mer. Exact. Les armes, les munitions, la drogue, tout arrive par le littoral. Absolument. Il y a eu des propositions concrètes démontrant qu'avec un budget dérisoire, environ 1,5 million de dollars, l'État pouvait acquérir une douzaine de vedettes rapides. L'idée était simple. On les équipe de mitrailleuses légères, des M50 à l'avant pour la puissance de feu frontale et des M60 à l'arrière pour couvrir la retraite ou les flancs. Attendez. Ce n'est pas un budget de guerre, 1,5 million de dollars. C'est le prix de quelques voitures de fonction pour les ministres. Mais exactement. Avec cet investissement ridicule à l'échelle d'un budget national, vous asphyxiez la logistique des gangs de l'intérieur, vous coupez leur cordon ombilical. Et sans tirer un seul coup de feu dans des zones urbaines denses, en plus. Voilà. Où les civils servent de bouclier humain. Alors pourquoi cela n'a-t-il pas été fait? Pourquoi cette dilapidation des fonds publics dans des mesures de surface? Parce que le chaos est rentable, quoi. Ce n'est pas un manque de moyens, c'est un refus stratégique de sécuriser le territoire. Mais c'est la preuve irréfutable de ce que j'avance depuis le début. L'inaction sur ces vedettes maritimes, c'est pas de la simple incompétence, c'est la cachistocratie en action. C'est de la complicité. Bien sûr, le système refuse d'acheter ces vedettes parce que certains acteurs au sein même de l'État
bénéficient de la libre circulation de cette contrebande. La discussion glisse donc très naturellement de la gestion sécuritaire vers ceux qui en ont la charge. C'est un raccourci un peu rapide, mais je vous écoute. Ce n'est pas un raccourci. Avez-vous analysé les récents décrets concernant la Haute Cour de justice? C'est fascinant et terrifiant à la fois. Oh là là, oui, c'est un cas d'école de cynisme politique. Ces décrets, ils visent à octroyer une immunité presque totale, personnelle et fonctionnelle aux dirigeants actuels de la transition. Une amnistie préventive, en gros. En pleine crise, oui. Alors que le pays s'effondre, leur priorité législative a été de s'assurer qu'aucun tribunal de droit commun ne pourra les poursuivre pour leurs actes une fois leur mandat terminé. Et vous voulez que je confie la refondation ou même la direction de la GSF à ces gens-là? C'est le sommet de l'ubuesque. Ils utilisent les lambeaux du pouvoir de l'État pour ériger des barricades juridiques autour de leurs propres abus. Personne ne les défend ici. Mais c'est pour ça que je dis qu'attendre que l'élite actuelle s'auto-réforme, c'est une dangereuse illusion. On ne peut pas greffer un organe sain sur un corps gangréné sans d'abord nettoyer la plaie jusqu'à l'os. Donc, vos états généraux. Sont vitaux, parce qu'ils sont le seul mécanisme capable d'imposer une justice transitionnelle de l'extérieur du système actuel. Ils doivent lancer des audits internationaux sur les fonds publics, annuler ces décrets d'impunité et écarter définitivement ceux qui ont organisé cette faillite. Il nous faut un nouveau pacte national, c'est inévitable. Pardonnez-moi, mais c'est une vision totalement déconnectée du terrain. Encore une fois. Oui, vous parlez de nettoyer la plaie jusqu'à l'os, avec des mots très cliniques, très propres. Mais la réalité est un bain de sang. Si vous convoquez ces états généraux demain, que va-t-il se passer concrètement? Les représentants de la nation vont se réunir. Mais non. Les gangs contrôlent les axes routiers principaux. Les paysans, les ouvriers, les étudiants, cette majorité silencieuse qui forme le vrai pays, ne pourra même pas se déplacer. Qui va remplir vos salles de conférence? Exactement. Les mêmes politiciens professionnels, les lobbyistes de la bourgeoisie d'affaires, ceux qui vivent dans des bulles sécurisées et qui ont l'habitude d'utiliser la rhétorique de la révolution pour s'accaparer le pouvoir. Ce serait à nous d'en assurer la sécurité et l'inclusivité. Avec quoi? Vos états généraux ne seront qu'un exercice de blanchiment démocratique pour la cachistocratie que vous détestez tant. Sans une normalisation préalable par la force, la démocratie participative est une fiction dangereuse. Bon, vous vous épuisez dans un combat d'arrière-garde, là. Vous débattez pour savoir qui va tenir la barre d'un navire qui est déjà au fond de l'eau. C'est un peu fataliste. Non, c'est réaliste. Sortons de cette myopie. Si l'on veut vraiment trouver un levier de refondation, il faut regarder la carte du monde en 2026. Nous assistons à une bascule monumentale. Observez la stratégie de la Chine, par exemple. En Amérique du Sud. Partout, Pékin ne se contente plus de l'Asie ou de l'Afrique. Ils viennent d'inaugurer le mégaport de Chankay au Pérou, redessinant littéralement toutes les routes commerciales maritimes des Amériques. Ils cherchent un accès direct aux terres rares et au marché du continent. En réaction, que font les États-Unis? Ils paniquent et tentent de verrouiller leur arrière-cour. Exactement. Washington déploie actuellement une nouvelle variante, très agressive, de la doctrine Monroe. Qui stipule que toute ingérence est une menace pour eux. Voilà. Pour rappel, cette doctrine historique stipule que toute intervention extérieure dans les Amériques est considérée comme une menace pour les États-Unis. Aujourd'hui, cette doctrine est ressuscitée spécifiquement pour endiguer l'influence chinoise. Les Américains se replient sur leur hémisphère. Et nous, dans tout ça? Or, quelle est notre situation ? Haïti, situé à un jet de pierre de la Floride, contrôlant un passage maritime stratégique, est le seul pays du continent à n'avoir aucun partenariat stratégique majeur avec Pékin. Nous sommes une anomalie sur la carte chinoise et un point de vulnérabilité extrême pour Washington. C'est une fenêtre d'opportunité géopolitique colossale. Et c'est là que l'histoire résonne avec notre présent. Haïti n'est pas un petit pays insignifiant dans l'histoire américaine. On a tendance à l'oublier, mais nous avons versé notre sang à la bataille de Savannah pour leur indépendance. C'est un fait historique, oui. Lors de la Seconde Guerre mondiale, notre pays a contribué à hauteur d'1 million de dollars d'alors pour soutenir l'effort de guerre américain contre le fascisme. Nous ne sommes pas des mendiants naturels. Mais aujourd'hui, nous sommes perçus comme tels. Justement, si nous sortons de nos querelles par une vraie refondation populaire et légitime via les États généraux, nous aurons des diplomates capables de s'asseoir à la Maison-Blanche et de dire « Écoutez, nous sommes la clé de voûte de votre sécurité caribéenne face à la Chine. » Donnez-nous les moyens de nos ambitions. Mieux que ça, nous ne voulons plus de vos sacs de riz humanitaires qui détruisent notre agriculture locale. Nous voulons un accord structurant, un transfert de technologie, un véritable plan Marshall gagnant-gagnant,
basé sur notre positionnement. Je vais devoir doucher cet enthousiasme diplomatique, car il omet la variable la plus destructrice de notre équation nationale, Laquelle? le déficit de citoyenneté. Vous parlez de jouer aux échecs géopolitiques mondiaux, de menacer les États-Unis avec la carte chinoise pour obtenir des milliards. Mais enfin, on ne peut pas jouer aux échecs à l'échelle mondiale si les pièces sur notre propre échiquier refusent de respecter les règles élémentaires du jeu. C'est un peu dur pour le peuple haïtien, non? C'est la réalité de nos institutions. Vous réclamez un plan Marshall? Très bien. Mais comment ce plan va-t-il atterrir sur le terrain? La citoyenneté ne se résume pas à agiter un passeport ou à avoir l'âge de voter. Elle repose sur 3 piliers vitaux qui sont aujourd'hui en ruine. La civilité, le civisme et la solidarité. Vous dressez un portrait bien sombre. La solidarité haïtienne existe, la diaspora envoie des milliards de dollars chaque année pour maintenir le pays à flot. Ne confondez pas la solidarité de survie familiale qui est admirable et désespérée avec la solidarité d'État ou le projet commun d'une nation. C'est vrai que ce sont deux choses différentes. Totalement. La civilité, c'est le respect fondamental de la règle commune dans l'espace public. Le civisme, c'est l'engagement envers l'intérêt général avant l'intérêt privé. Sans ces fondations morales et sans une projection de développement rigoureuse sur 25 ans, que va-t-il se passer avec l'argent de votre fameux plan Marshall? Il financera nos infrastructures. Laissez-moi rire. Je vais vous l'expliquer très simplement. Avec la règle mathématique non écrite de notre gouvernance. La logique mortifère du 15% pour la sauce. Ah oui, la fameuse sauce qui coûte plus cher que le poisson. Exactement. C'est le mécanisme même de notre sous-développement. À chaque fois qu'un grand projet d'infrastructure, de santé ou de sécurité est mis sur la table, avant même de discuter de faisabilité, les acteurs politiques et économiques exigent leur commission occulte, 10, 15, parfois 20%. La corruption systémique. Oui, elle s'infiltre dans chaque contrat. Au final, le coût des pots de vin, des retards calculés, de la mauvaise qualité des matériaux pour compenser les vols de budget, cette fameuse sauce finit par coûter beaucoup plus cher que le poisson, c'est-à-dire le projet initial. Ce qui explique nos routines achevées. Voilà, vous pouvez faire pleuvoir des dizaines de milliards de dollars de Washington par habileté géopolitique. Si votre tuyauterie institutionnelle est criblée de trous par ce déficit de civisme, l'argent finira dans les banques offshore des oligarques et le peuple continuera de patauger dans les égouts à ciel ouvert. Les idéologies de gauche ou de droite n'ont plus aucune pertinence ici. Le seul indicateur qui compte, c'est ce siphonnage systématique. Ce que vous décrivez là, c'est exactement la raison pour laquelle la reddition de comptes doit être le corollaire absolu de toute stratégie géopolitique. Absolument. Les Américains ou les Chinois ne sont pas des enfants de chœur. S'ils investissent massivement, ils exigeront des garanties draconiennes, des audits permanents. Et c'est peut-être cette pression extérieure, conditionnant un investissement massif, qui obligera notre élite à se plier enfin à une certaine discipline d'État. Vous rêvez éveillé. Pourquoi ? L'exigence de résultats économiques pourrait forcer l'émergence d'une nouvelle génération de technocrates. C'est un vœu pieux. Vous ne pouvez pas sous-traiter la probité de vos dirigeants à des puissances étrangères. C'est précisément pour cela que votre cynisme face aux États généraux me dérange profondément. Ce n'est pas du cynisme, c'est du réalisme. Vous me dites que la corruption avalera tout et que l'insécurité rend le débat impossible. Mais vous inversez la causalité. C'est l'absence de contrat social clair et de justice punitive qui génère ce déficit de civisme. C'est l'œuf et la poule, cette histoire. Mais non. Comment voulez-vous qu'un citoyen lambda paye ses impôts ou respecte les lois quand les plus hautes sphères de l'État s'amnistient par décret en pleine nuit? La responsabilisation ne naîtra pas par magie d'une force internationale de police ou d'un afflux de dollars américains conditionnés. Elle naîtra de quoi alors ? Elle doit venir d'une rupture totale, violente sur le plan symbolique avec la cachistocratie. 2026 doit être l'année de l'anéantissement de ce système. C'est le préalable absolu à tout. Le peuple doit reprendre la main. Et je persiste à dire que cette rupture symbolique sera une simple note de bas de page dans l'histoire si le pays n'est pas physiquement pacifié d'abord. Mon pragmatisme opérationnel n'est pas du cynisme, c'est de la lucidité de survie. Mais la survie ne suffit pas à créer une nation. Ramener un minimum de normalité physique, sécuriser nos côtes avec ces fameuses vedettes M50 et M60, déployer la GSF couplée à un maillage d'intelligence de quartier, utiliser des drones pour des relais visuels continus au-dessus de Port-au-Prince, voilà la véritable première étape. On ne rédige pas une constitution ni un contrat social avec des mains couvertes de sang ou en fuyant sous les tirs croisés.
Le muscle sécuritaire doit d'abord ouvrir la voie, nettoyer l'espace public, pour que le cerveau politique puisse recommencer à fonctionner sans panique. Je crois que nous touchons là au cœur de notre triangulation, et peut-être à notre seul véritable point d'accord ce soir. Lequel? L'échec consommé et humiliant de tous les modèles de transition que nous avons expérimentés jusqu'ici. On ne peut définitivement plus se contenter de bricoler, de remplacer un Premier ministre intérimaire par un autre, simplement pour organiser des élections tronquées qui produiront la prochaine crise dans 2 ans. Sur ce constat, je suis entièrement d'accord. Ce pays exige de nous une véritable élévation de la pensée. Il nous faut allier la force de frappe sécuritaire de pointe, une reddition de comptes internes impitoyable pour tuer cette fameuse sauce, et bien sûr, une intelligence géopolitique redoutable pour sortir de notre isolement. C'est le no-gordien Haïti de 2026. Faut-il d'abord purger le système de sa pourriture morale pour avoir des dirigeants capables d'acheter les bonnes vedettes maritimes? Compte sans risquer sa vie. Ou faut-il comprendre que sans la pression et les capitaux d'une négociation géopolitique majeure, nous n'aurons ni les fonds pour les vedettes, ni l'indépendance pour purger le système? La complexité de cette équation est effrayante, c'est clair, mais c'est le seul débat qui mérite notre énergie aujourd'hui. L'histoire d'Haïti pour les prochaines décennies se jouera sur l'ordre dans lequel nous aborderons ces 3 chantiers titanesques. Tout à fait. L'ordre des priorités va tout définir. Le choix de la méthode déterminera si 2026 sera l'année de la renaissance ou le dernier clou dans le cercueil de notre souveraineté. L'avenir reste à écrire, et c'est à chacun de s'emparer de ces perspectives pour exiger un cap clair. Merci de nous avoir rejoints pour cette réflexion exigeante. Continuez à interroger les fondations, et à très bientôt.